que j'aime avec Innovation Leaders, c'est varier les plaisirs pour pouvoir rencontrer des personnes différentes, des projets différents, mais tout aussi inspirants. Et dans ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont en train de se lancer, d'autres qui se sont lancées, d'autres qui sont en fin de carrière. Et j'adore la variété des interviews qu'on peut avoir entre des gens qui gèrent des centaines de milliers de salariés qu'on a eu, des gens qui sont en phase de scale-up, d'autres qui sont en phase de start-up, early stage. Et aujourd'hui, c'est notre cas. On va rencontrer une jeune pousse, place à la fraîcheur et à la jeunesse. Vous allez voir, on va rencontrer Pivot. C'est une jeune boîte qui s'est lancée il y a moins d'un an, ou il y a un an, mais qui est hyper récente, qui a réussi à faire 2 tours de table en quelques mois, cumulant 25 millions d'invest. Et ça fait du bien de voir ça dans l'ère actuelle, dans l'écosystème actuel où en fait les financements sont assez difficiles. Il y a un autre élément qui fait du bien, c'est de voir une cofondatrice, une femme, CTO, qui plus est. Et on va essayer de décortiquer le phénomène, parce qu'on reçoit Estelle, donc Estelle en elle-même est un phénomène, on va voir ça, qui a été citée récemment comme étant une des femmes les plus influentes de la tech, ou les personnalités à suivre en 2024, je crois. Et au-delà d'Estelle, c'est Pivot, le projet en lui-même, qui démarre sur les chapeaux de roue, qui est bien entouré, bien fondé. Et voilà, je suis ravi de décortiquer l'ensemble de ce sujet. Merci Estelle d'être venue à ce micro et de passer un peu de temps avec moi. Bonjour Geoffrey, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour dire que j'étais ravie d'être ici. Et ben moi aussi, je suis ravi de t'avoir. Ouais. Je t'ai identifié dès le départ, quand le projet s'est lancé, quand ça a été annoncé. Et j'étais content que tu acceptes de venir. Pas toujours évident quand on est au début d'un projet, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore très fraîches. Mais malgré tout, c'est cette expérience-là, cette accélération que tu as vécue ces derniers mois, ces changements à titre perso, parce que tu es passé d'un solopreneur ou presque à un groupe et faire partie d'un team, avec des gens plus expérimentés que toi. Et ça m'intéresse de comprendre un peu comment tu vis ces choses-là et comment tu drives tes choix. Mais avant ça, donc, juste un mot sur la famille Julie que tu représentes. Après le frère, je voudrais la sœur. Impressionnant de voir la dynamique entrepreneuriale qu'il y a dans votre famille, parce que les parents, pas loin, sont aussi très, très inspirants, visiblement, et très engagés dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est assez chouette de voir tout ça. Et donc, ouais, tu es la sœur de Jordan, que j'ai pas précisé, mais Jordan, ex-co-founder de Spendesk, qui est maintenant aux commandes de Defacto. Et oui, tu es sa sœur, et j'ai découvert ça... pas immédiatement, mais quelques temps après. Donc, salut à toi, Jordan, qui va sûrement écouter cet épisode avec attention. Tu aurais pu me glisser une petite blague ou un petit truc. On n'a pas osé aller jusque-là. Et je regrette un peu, je t'avoue. Bon, toi, tu es une tech. Yes. Une vraie de vraie, les mains dans le code. Comment t'en es arrivé à rentrer dans cet univers-là, ouais, qui est pas toujours féminin, et d'ailleurs, ça m'intéresse de comprendre comment ton parcours s'est fait, comment t'es arrivé là, et comment t'expliques qu'il y a aussi peu de femmes dans cet univers. Ok. Donc déjà, comme je le disais, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Et comme tu l'as mentionné... Donc, je baigne un petit peu dans l'entrepreneuriat depuis ma jeunesse. Donc, mes parents ont monté leur entreprise, leur éditeur de logiciels financiers ensemble. Donc, mon frère qui a cofondé Spendesk puis Defacto. Et finalement, quand on grandit dans cet environnement-là, forcément, on pense à l'entrepreneuriat. Et ça m'a toujours attirée, mais j'ai toujours voulu me sentir prête avant de me lancer. Et pour moi, ça passait par des années d'apprentissage, travailler dans des boîtes différentes, des contextes différents, avoir des rôles différents. Et j'ai toujours été attirée par la tech, bizarrement. Et après toutes ces expériences, un jour, je me suis sentie prête à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça s'est manifesté comment, ce goût pour la tech, quand tu étais jeune, ou c'est par tes études? Enfin, tu as fait des études d'ingé? Exact. Donc, plus j'avançais dans mes études et dans ma carrière, moins il y avait de femmes d'ailleurs. Donc, j'ai fait une première S, une prépa MP Info. Ensuite, j'étais à l'école centrale Supélec, école d'ingénieur, spécialité informatique. Il y avait encore de moins en moins de femmes. Je me suis orientée vers le développement web. Ça m'a vraiment attirée. J'étais très curieuse par l'idée de créer quelque chose de zéro. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses sur le développement. J'ai travaillé dans des boîtes aussi à New York pendant plusieurs années. J'ai eu plusieurs casquettes, à la fois software engineer sur des core products, mais aussi j'ai eu une casquette aussi professional services pour comprendre comment on implémente des solutions chez des clients.
concrètement. J'ai bien aimé aussi cet aspect client. Du coup, j'ai donné des formations techniques à des clients. Et enfin, j'ai voulu comprendre davantage l'aspect cloud et DevOps. Donc, j'ai aussi eu une expérience cloud engineer pour vraiment comprendre toute la stack, comment s'articule la création d'un produit tech jusqu'à son application chez les clients. Et t'as quel âge là ? 32 ans. 32 ans. Bah, t'en as fait des morceaux de vie et des morceaux d'expérience dans tout ce que tu racontes là. Comment t'as rencontré tes cofondateurs ? Donc vous êtes 3 à vous lancer. Et avant ça d'ailleurs, tu peux me dire leur parcours à eux, parce qu'ils sont quand même un beau pédigré. Donc je parle de Romain, Libo et Marc-Antoine Lacroix. Donc quel est leur parcours à eux et comment vous vous êtes rencontrés ? Très bien. C'est une histoire que j'aime beaucoup, notre rencontre. Donc déjà, donc chez Pivot, on est 3 cofondateurs. Donc il y a Romain, comme tu l'as dit, ou Rome, qui était dans l'équipe fondatrice de Swile. Il a vraiment tout vu depuis le jour 1 jusqu'à ce que Swile devienne une licorne. Il était au bras droit du fondateur et il a notamment eu les rôles de CMO et CEO. Et mon autre cofondateur, c'est Marc-Antoine, ou Marco. Je l'appelle tout le temps Marco. Donc lui était l'ancien CPO et CTO de Conto. Il a scalé toute l'équipe Product et Engineering chez Conto et inspiré toute la vision produit. Ok, rien que ça. Bon, des beaux spécimens. Au niveau de la rencontre. Yes. Pour la rencontre, donc en fait avec Marco, on se connaît depuis 8 ans. Okay. On avait travaillé ensemble dans une boîte qui s'appelle Sponsorize Me, qui fait du crowdfunding sportif. Et à l'époque, je travaillais chez Théodo, dans le développement web, et Sponsorize Me était un client de Théodo. Donc c'était il y a de ça 8-9 ans. Et donc quand on était chez Sponsorize Me, j'étais développeuse web et Marco était product owner. Et déjà à l'époque, on travaillait super bien ensemble, vraiment ça percutait, on allait vite et on s'ennuyait jamais. Et plus récemment, donc l'année dernière, juste avant Pivot, en fait, j'avais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en solo founder sur un thème, un projet qui me passionne depuis des années, qui est la workflow automation. Et donc, je commençais à bosser sur mon projet donc toute seule, à réfléchir à mon MVP, etc. Et un jour, je me suis dit, je vais changer de statut sur LinkedIn et mettre le fameux « working on something new ». Et j'avais pas envie que ça envoie une notification à mon réseau LinkedIn parce que je me sentais pas encore prête d'en parler, etc. Et en fait, ça a envoyé une notification à mon réseau. Mais c'était la meilleure chose qui me soit arrivée à ce moment-là parce que ça a créé des discussions avec des personnes super intéressantes, des investisseurs. Ça m'a aussi permis de renouer avec d'anciens collègues, et notamment Marco, qui m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Hey, faut trop que tu me racontes ton nouveau projet, viens, on se fait un déj. » Du coup, on s'est vus au déjeuner. Et donc, je lui parle que je suis dans une phase où j'ai envie de monter un truc, que je lui présente mon projet. Lui aussi me partage qu'il a envie de monter quelque chose, notamment dans la fintech, et qu'il a rencontré Romain 1 mois avant. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Romain, qui d'ailleurs était venu avec sa chienne au premier rendez-vous, donc un petit chien. Je suis pas très chien. C'est comme ça qu'il t'a séduit? Pas vraiment, parce que je suis pas très chien. Mais il m'a partagé son expérience inspirante chez Swile. Je vais partager mes projets et là, ça a cliqué. Ok, donc tous les 3, ça a fité. L'idée de Pivot et l'idée de se positionner dans cette industrie que tu connaissais pas vraiment, si je dis pas de bêtises, que peu d'entre vous connaissaient vraiment, elle vient d'où? Vous avez eu d'abord l'envie de travailler ensemble et l'idée est venue après, ou l'idée, quand toi tu les as rejoints, les deux, était déjà sur ce sujet-là? Très bonne question. Donc, Marco et Romain, comme je le disais, s'étaient rencontrés 1 mois avant. Ils étaient déjà en train d'étudier du coup la sphère le space du procurement. En fait, quand ils étaient chez Swile et Conto, ils ont vécu la problématique du procurement, pas de près, mais plutôt de loin, en tant que justement membre de Swile et Conto. Et donc tous les 3, quand on s'est rencontrés, on était tous les 3 dans une phase où on voulait monter une boîte, a priori solo. Puis on s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait énormément de synergie
de par le côté fintech, l'expérience donc en tech, en fintech, ce qu'ils avaient vu sur le procurement, et moi de mon côté, mon expérience en workflow automation, qui est un sujet cœur dans le procurement. Oui. Donc finalement, c'est un peu apparu comme... nous trois, c'était un peu comme des pièces d'un puzzle, d'un même puzzle, avec chacun sa forme unique, ses compétences spécifiques, mais qui, mises ensemble, forment un ensemble cohérent et qui se complète. Okay. Et du coup, quand on s'est rencontrés, c'était évident qu'on voulait monter une boîte ensemble sur ce sujet. Et puis on s'est lancé. Et comment vous êtes répartis les rôles? Bon, entre CTO, CPO et CEO, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Qui fait quoi dans l'histoire? Yes. Alors en termes de titres, Romain est CEO, Marco est président et je suis CTO. Ok. Mais en termes de rôle, voilà, de tout doux. Donc on s'est réparti les tâches très clairement parce qu'on a des compétences différentes et qui se recouvrent bien. Donc là-dessus, il y avait vraiment une répartition claire et on se fait totalement confiance sur nos scopes. Donc Romain s'occupe plus de la partie sales, admin, marketing et relations investisseurs. Marc-Antoine s'occupe du produit. Donc tout ce qui est conception, compréhension des besoins, spécification et roadmap et UX. Et de mon côté, la partie engineering, donc la stratégie technique, le recrutement et le management des équipes techniques et gérer le flux de production. Ok, cool. Tu peux me présenter la solution, son positionnement, peut-être son marché, à qui vous vous adressez? Parce que procurement, moi, je le vois de plein de manières différentes. Là, tu parles de fintech. Je n'avais pas forcément fait le lien entre solution procurement et fintech. Ça m'intéresse de comprendre le positionnement de la solution, le marché que vous essayez de cibler et à qui vous voulez vendre cette solution. Vous avez déjà vendu, d'ailleurs, cette solution. Parce que c'était vite sur ce plan-là aussi. Yes. Du coup, pour t'en dire plus sur Pivot. Pivot, c'est un outil de gestion des achats. Okay. Pour aider les entreprises à maîtriser leurs dépenses tout en améliorant le travail de leurs équipes. Donc concrètement, on construit un SaaS B2B dans le procurement en rationalisant le processus d'achat en entreprise. Okay. Donc quand on parle d'achat de SaaS, logiciel, de cloud, de matériel informatique, de fourniture de bureaux, de services, de publicité, tous les achats indirects qui aident les employés au quotidien dans leur travail. En fait, être doté d'un bon outil de procurement, c'est très stratégique pour les entreprises parce que ça leur permet de réaliser des économies significatives, en fait, parce qu'on améliore la visibilité sur les dépenses, le choix, mais aussi la négociation des fournisseurs auprès desquels on achète des produits ou des services. Mais aussi, ça permet d'avoir des meilleurs reporting et un travail plus efficace dans l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, nous, on vise, donc, en termes de marché, on s'attaque à un marché européen. On a un focus européen très fort. Des entreprises du mid-market, donc entre 100 et 2000 employés, et qui ne sont pas encore dotés, ou en tout cas mal équipés en termes d'outils de procurement. Et qui ressentent justement cette frustration et ce manque de contrôle des dépenses et d'efficacité en termes de capital efficiency. Ok, et il y a des solutions qui existent. Vous avez le sentiment d'arriver dans un marché bien établi et vous cherchez à vous faire une place en jouant des coudes, ou dans ce marché-là, on est plutôt sur un marché qui a l'air assez peu occupé, sachant que moi, les plateformes que j'ai été amené à utiliser en tant que procurement, c'est des groupes comme Ariba avec SAP ou Oracle parfois. Vous allez dans une catégorie peut-être un peu en dessous en termes de taille, parce qu'on ne peut pas tous s'offrir SAP et ces solutions-là. Et comment se présente la concurrence dans ce marché-là, le marché que vous adressez aujourd'hui? La concurrence est rude? Ou est-ce que vous êtes dans une solution qui a l'air d'avoir un espace devant vous qui est assez grand? Donc le procurement, c'est pas nouveau. C'est devenu de plus en plus stratégique, comme je disais, pour les entreprises ces dernières années. Et le marché est très compétitif. Aujourd'hui, on a deux typologies de concurrents. Ouais. Et la première, c'est principalement des concurrents historiques. Donc notamment comme Coupa ou Ariba, nos principaux concurrents historiques, donc qui existent depuis plusieurs années.
Et notre deuxième typologie de clients sont des acteurs plus modernes, et notamment Zip aux États-Unis, qui a émergé dans le procurement plus récemment. Ça, c'est une solution, par exemple, chaque grosse boîte SaaS en Europe a souvent son homologue américain qui a un coup d'avance. Zip, c'est un peu une solution qui peut être inspirante pour vous et qui vous a montré qu'il y avait un marché? Exactement. En fait, au moment où on s'est lancé et au moment où on a fait les levées de fonds, typiquement, la présence de Zip et leur levée de fonds de 100 millions d'euros l'année dernière. Effectivement, c'est pas anodin. Effectivement. Eh bien, pour nous, c'est un bon signal. À la fois parce que Zip, c'est clairement le concurrent auquel on veut se comparer, qui a du coup un peu d'avance, qui a démarré aux États-Unis, qui a prouvé qu'il y avait un vrai besoin aux États-Unis, mais également on voit de plus en plus qu'il y a un vrai besoin en Europe qui n'est pas encore adressé, notamment auprès des entreprises modernes à forte croissance, qui sont un petit peu desservies par rapport aux outils historiques qui existent aujourd'hui. Oui, clairement. Et finalement, avec Marco et Romain, on a vu un trou dans la raquette aujourd'hui dans l'offre des outils de procurement pour ces entreprises modernes à forte croissance en Europe. Et ça m'intéresse de comprendre ce que vous avez le sentiment d'amener ou ce que vous amenez à ce marché. Votre solution, elle innove dans quelle mesure? Est-ce qu'elle innove dans les fonctionnalités que vous proposez? Est-ce qu'elle innove dans l'intégration tech que vous avez par rapport à des systèmes qui pourraient déjà existants? Mais voilà, en quoi vous, entre guillemets, ringardisez ces solutions qui existent déjà sur le marché? Très bonne question. Donc, par rapport à ces acteurs historiques, on a un positionnement qui s'articule autour de deux axes. Premièrement, je dirais le délai d'implémentation qui est très rapide. Ouais. Nos concurrents historiques nécessitent systématiquement l'intervention d'un intégrateur externe, tierce, tandis que nous, on garantit via des intégrations natives et un lot d'automatisation intelligente un délai d'implémentation de setup extrêmement rapide pour nos clients. Et le deuxième axe de notre positionnement, c'est une UX très intuitive, à la fois pour les employés qui font les demandes d'achat sur Pivot, mais aussi pour les utilisateurs admin, les équipes finance, afin de créer donc une adoption très forte et une harmonisation dans l'ensemble des équipes. Ok, bah écoute, intéressant. Et vous êtes dans le même système où on édite un PO facilement et on traque sa commande en sachant exactement, avec une aide à la gestion budgétaire des entreprises. À notre niveau chez Ekiden, par exemple, on ne sait pas exactement quels sont les budgets qui sont engagés parce qu'on n'a pas de système de tracking de PO et on sait qu'il y a des commandes qui partent, mais on ne sait pas dans les plusieurs bureaux. Mais ça aide à gérer la partie budgétaire, en tout cas, j'imagine. Exactement. Effectivement, la donnée cœur de Pivot, c'est le PO, comme tu l'as dit, le Purchase Order ou le bon de commande. Et en fait, chez Pivot, on redéfinit la façon de créer et d'utiliser des Purchase Orders pour rationaliser le processus d'achat en entreprise. Donc concrètement, on construit une plateforme depuis laquelle les employés peuvent initier des demandes d'achat en remplissant un formulaire qui est configurable. Donc j'ai besoin d'acheter un SaaS qui coûte tant auprès de tel fournisseur. La demande, elle est ensuite soumise à la validation des bonnes personnes dans l'entreprise, donc en envoyant des notifications Slack ou autres. Et de cette manière, on s'assure que la demande d'achat est bien soumise à la validation des bonnes personnes dans l'entreprise, comme je le disais. Et ensuite, une fois la demande validée, on va générer un purchase order automatiquement à partir des informations de la demande qu'on va pouvoir ensuite matcher automatiquement avec la facture du fournisseur et ensuite pouvoir donner plus de visibilité sur les budgets et les analytics. Et analyser ses dépenses et ses budgets. Ok, très clair. Et je pense qu'on devine assez facilement le marché que ça représente. Parce que des boîtes plus jeunes comme nous, on n'imagine pas travailler avec SAP, mais effectivement, on sent qu'il y a un espace avec du SaaS qui peut être occupé. Année assez dingue, parce que vous avez été créé il y a moins d'1 an. Et pourtant, quand on écoute, on a l'impression que c'est assez mature, il y a des clients, ça tourne. Et en fait, non, ça fait quelques mois. Comment tu l'as vécu cette première année, toi ? Je confirme, c'était bien une année dingue. Ça fait 8 mois qu'on s'est lancé, donc on est encore... Ah oui, c'est ça. Même pas 1 an, oui.
on est encore jeune. Cette première année, et même encore aujourd'hui, je la vis à fond. C'est un projet hyper excitant et qui me motive, et encore plus par le niveau d'ambition. Et pendant les premiers mois, typiquement, quand je me rappelle, j'avais un peu l'impression d'être comme un caméléon qui observe l'environnement, s'imprègne, essaie de se fondre dans cet environnement rapide et changeant, justement à m'adapter. Et finalement, ça allait tellement vite, tout va encore vite, que je me suis sentie vraiment dans la nécessité de m'adapter chaque jour au contexte aussi changeant. Et au nombre de nouveautés qui arrivaient à vitesse grand V. Exactement. Raconte-moi au moment où on se tape dans la main. Et aujourd'hui, en fait, non, déjà les premiers instants. Une fois que vous dites, OK, on va bosser ensemble, l'industrie semble identifiée, les compétences sont complémentaires, le puzzle a l'air de prendre forme. Et on commence par quoi, les premiers instants? C'est, je sais pas, une analyse de marché, c'est aller voir les investisseurs, c'est réfléchir. Enfin, par quoi on commence? Eh bien, il faut bien commencer par un bout. donc déjà, l'équipe. Clairement, être avec Marco et Romain, tous les trois, on s'est sentis prêts sur la même longueur d'onde. On est différents, mais on est vraiment alignés sur des valeurs fortes. Donc déjà, ça, c'est notre premier pilier. Ensuite, l'observation du marché, l'idée qui émerge dans le procurement, la sécurisation de fonds. Donc on a fait notre pré-seed au tout début. Et ensuite, on a pris des bureaux, on s'est installés tous les trois avec aussi notre founder associate. Et là, on s'est clairement réparti les rôles. Comme je le disais, Romain sur la partie admin, sales, relations investisseurs, Marco, compréhension des besoins, conception du produit, démo, et moi, la partie technique. Et sur le plan de la tech, ouais. Quand on part de rien, ouais. On commence par quoi? On se pose quoi comme question? Alors déjà, je pense que personnellement, j'étais dans une situation favorable, sachant que juste avant Pivot, j'étais déjà en mode entrepreneur. Donc c'est comme si j'avais déjà vécu OK, j'ai une page blanche devant moi, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'était dans un contexte évidemment très différent, avec mes deux co-founders, la levée de fonds. Et donc, je dirais que ce par quoi on commence, c'est d'abord bien comprendre le métier. Avant de commencer à coder quoi que ce soit, il faut bien comprendre le métier. Donc, qu'est-ce qu'on veut construire d'un point de vue fonctionnel? Quel est le marché qu'on adresse? À quoi ressemble la compétition? Donc, bien comprendre le métier. Ensuite, deuxièmement, d'un point de vue tech, il y a évidemment le choix de la stack. C'est pas un choix facile, on pourrait y revenir après, mais ça a énormément d'impact sur la suite. Ensuite, troisièmement, c'est commencer à visualiser les grosses briques du produit technique. Donc, quand je dis grosses briques, donc, je pense au data model, je pense à l'API, je pense à l'authentification. Dans notre cas, il y a eu le workflow engine. Comment les briques s'articulent entre elles, comment elles communiquent entre elles, et quelle est un petit peu la vision technique derrière. Quatrième point, c'est évidemment le recrutement. Commencer à recruter dès le début. Dès le début, une équipe, même une petite équipe avec laquelle on va construire les premières briques de l'app et la première version. Donc oui, j'ai démarré le recrutement très tôt et on était 4 développeurs, 3 autres développeurs et moi, à poser les premières briques de l'app Pivot. Et cinquièmement, je pense que c'est important, c'est justement d'avoir un objectif, un MVP clair, avec un scope précis et une date précise. Donc typiquement, on avait l'objectif, en septembre, on sort une première version de Pivot en prod, avec tel scope de fonctionnalité. Ça m'intéresse de t'entendre sur le fait sur la priorisation des choses. Parce que vous êtes lancé dans un projet assez ambitieux qui va être long. Il y a une vision à terme de la solution et il y a une vision à court terme. Il y a un besoin déjà de délivrer quelque chose et d'aller vendre. Et vous l'avez fait hyper rapidement, on reviendra dessus après. Et comment est-ce que vous êtes amené à sélectionner les features que vous souhaitez implémenter et à les prioriser? En fait, par quoi on commence en termes de features? Alors,
D'une part, on s'est mis en mode itératif. Donc on a adopté dès le début une approche très itérative où on va parler à un maximum d'utilisateurs, de boîtes pour comprendre leurs besoins, commencer à construire des intuitions et itérer. Ensuite, on a eu la chance d'avoir très tôt eu notre premier client qui nous a beaucoup aussi aidé dans l'orientation des choix, puisqu'il fallait shipper aussi les features qui étaient demandées par le premier client. Et à la fois, on était convaincus que ça allait dans la bonne direction. Donc je dirais que c'est un bon mélange entre nos intuitions, des études du marché, de la compétition, des interviews qu'on mène, et les demandes des premiers clients, des premiers partenaires. Ok. Comment, tu disais tout à l'heure, le choix de la tech, on y reviendra, ça m'intéresse d'en parler maintenant. Quelles sont les questions qu'on doit se poser pour définir sa stack technique, sachant que pour toi, tu as eu de la chance, tu as pu partir d'une page blanche, ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais tu as dû tout choisir. Comment on fait ces choix-là ? Alors, le choix de la stack, c'est pas un choix facile, parce qu'il a beaucoup d'impact pour la suite. Mais de manière générale, toutes les décisions qu'on prend à un instant T, elles sont jamais irréversibles. Moi, je pars déjà de ce principe. Mais finalement, le pire, je pense, c'est de rester statique et de cogiter trop longtemps. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Donc, la semaine dernière, on était à Berlin avec Romain pour une série d'événements de networking dans la communauté du procurement. Donc, on essaie d'animer une communauté européenne dans le procurement. Et à l'aéroport, dans la queue pour la sécurité, Romain me dit mais à quel point on va devoir jeter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et recommencer. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le pense dans les boîtes, dans les startups. Et là, je lui ai répondu, écoute, moi, je suis convaincue qu'on n'aura pas besoin de tout jeter parce que je suis convaincue que les choix qu'on a fait au départ nous amènent, nous conduisent dans la bonne direction. Effectivement, ces choix étaient pas faciles à prendre au début et j'espère que je me trompe pas, d'ailleurs pour la suite. Et donc, les questions que je me suis posées au départ, finalement, c'est comment on fait pour faire mieux et aller plus vite que les autres ? Comment on fait pour prendre en compte les tendances du marché, mais aussi quelles sont finalement les contraintes et les objectifs et les besoins forts du projet qu'on est en train de construire ? À qui je vais demander de me faire challenger mes décisions ? Et finalement, ce sont ces questions-là que je me suis posées qui m'ont aidé à faire les premiers choix techniques de la stack, mais aussi sur le recrutement. Et justement, tu es allé voir qui pour valider tes choix ou pour challenger tes choix ? Pour faire valider mes choix, donc déjà, je me suis posé ces questions et donc je me suis dit, chez Pivot, on crée un produit où les besoins les plus importants sont l'exécution, la gestion de la complexité, parce qu'on veut vraiment rendre le processus complexe d'achat simple. On veut créer un logiciel simple qui gère beaucoup de complexité. Un autre besoin fort du produit qu'on est en train de construire, c'est la fiabilité. Ensuite, la scalabilité et l'intégration à des outils extérieurs. Et je suis partie de ces besoins-là, et c'est comme ça que j'ai choisi la stack, et que j'ai construit mes intuitions et choisi la stack. Et ensuite, je me suis fait challenger donc, par d'autres CTO, mes anciens CTO que j'ai recontactés, aussi d'autres développeurs avec lesquels j'avais travaillé, que j'estime beaucoup. Et même encore aujourd'hui, je continue d'être en lien avec des CTO, donc pas seulement ceux que je connaissais déjà, mais aussi je rentre en contact avec d'autres CTO qui sont passés par là. Je leur demande des conseils, on échange. Je suis toujours surprise parce qu'ils sont ravis de m'aider. Il y a une bienveillance, une générosité dans l'écosystème où les gens sont attentifs aux autres projets. Okay. Ouais. Et je pense que, je suis convaincue que c'est une bonne démarche, de garder une forme d'humilité et de se faire challenger par d'autres qui sont passés par là. C'est clair. Au niveau des choix du coup technologiques, tu as choisi quoi comme base, comme stack et comme framework, comme langage, base de données et autres ? Yes. Donc j'ai choisi une stack Java Spring Boot côté back-end et React TypeScript côté front. Ok. Et tu développes sur des environnements cloud, AWS ou lesquels ?
pour l'instant, on a démarré sur Heroku. Ok. Honnêtement, c'est très bien pour démarrer. Ça nous a permis d'aller super vite au début. Donc, on a commencé les développements 1er juin et on était en prod pour Vodou en septembre. Donc, typiquement, si c'était à refaire, je l'aurais refait comme ça, ce choix. Et puis, on aura le temps de migrer vers un autre cloud prochainement quand ce sera encore plus robuste et plus conséquent. Exactement. Au niveau de ton évolution, toi, à titre perso, t'es passé comme on disait tout à l'heure, d'un job un peu individuel où tu pensais à toi, tu pensais à tes sujets et t'avais pas beaucoup d'autres choses à penser que ton intervention à toi. Là, t'es dans un univers beaucoup plus large, plus de responsabilités. Est-ce que t'as le sentiment, ces derniers mois, d'avoir eu à te transformer un peu pour passer de ton rôle d'indépendant de freelance à ce rôle de CTO? Et si c'est le cas, parce que j'imagine que c'est un challenge au quotidien, mais ça m'intéresse de savoir par quoi tu es passé à titre perso et qu'est-ce que tu as eu à travailler sur le plan peut-être du hard skills, des compétences, du savoir-faire, mais aussi du soft skills, je pense au savoir-être, parce que tu as un enjeu de communication, tu as un enjeu de management, de recrutement, qui sont aussi des choses... Voilà. Comment tu as mené cette évolution, si c'en est une déjà, et comment tu t'y es pris? C'est un très bon point. Tu parles de transformation et tout à l'heure, je parlais de caméléons qui se font dans son environnement. Et c'est vrai que finalement, dans mon parcours, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai un profil, je pense, très polyvalent. Je travaillais dans différents contextes. Donc toujours dans la tech, mais j'ai eu différents rôles, différents types de structures. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé dans le web chez Théodo. Ensuite, je suis partie à New York. J'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Nuxeo, dans le digital asset management. Donc là, c'est la première fois que je touchais au workflow, donc qui est devenu dans les années suivantes vraiment ma passion et mon expertise. Donc voilà, plusieurs casquettes, software engineer, cloud engineer, professional services. Ensuite, je suis rentrée en France. Et là, donc, j'ai continué mon expertise dans les workflows, appliquée donc à la fintech en CDI, ensuite à l'HR tech en freelance. J'ai continué en freelance aussi chez Wave.ai. Et Adri Falcon est passé au micro. Exactement. Salut Adri. Exactement. Et je dirais que finalement, au fur et à mesure de mon parcours, ma principale force, c'était l'adaptabilité. Je ne sais pas si c'est du fait que j'ai un profil polyvalent ou autre, mais j'ai vraiment l'impression de m'adapter chaque jour à mon contexte. Ça ne veut pas forcément dire... ça n'empêche pas que j'ai des convictions fortes sur des sujets, mais pour autant, je suis vraiment quelqu'un qui va observer son contexte, m'imprégner et apprendre par l'action. Donc je dirais que cette transformation, ce qui m'a aidée, c'est vraiment l'adaptabilité et l'apprentissage par l'action. Et qu'est-ce qui a été le plus dur jusqu'ici pour toi ? Je pense que le plus dur n'est pas encore arrivé, honnêtement. Tu le sens venir là ? Ouais, je pense honnêtement, on est encore très jeune, ça fait 8 mois qu'on a démarré Pivot. En tout cas, voilà, moi je fais Pivot chaque jour avec une énorme motivation et conviction. Le plus dur, honnêtement, n'est pas encore arrivé. Mais pour répondre à ta question, je pense que le plus dur, je dirais, c'est d'avoir ce bon équilibre entre le court terme et le long terme. Se rappeler chaque jour que c'est un marathon et pas un sprint. Ok, l'équidé n'est pas loin, mais on reste sur le marathon et le sprint. Raconte-moi comment vous pouvez démarrer en mai ou en juin l'année dernière ? En mai ? En mai, ouais. En mai, et avoir un premier client en septembre. Ça me paraît complètement dingue. Vous aviez déjà une base ou même pas du tout ? Vous avez commencé from scratch et comment on peut faire ça ? Alors, je peux raconter l'histoire du premier client, du coup, peut-être. qui est donc Vodou, l'éditeur de jeux vidéo. De jeux vidéo, exactement. Très belle boîte. Donc, on s'est lancé en mai, on a fait la levée de fonds en mai. On a démarré, en fait, au tout début, donc tous les trois et avec notre Founders Associate, dans les bureaux de Vodou.
En fait, en attendant d'avoir nos propres bureaux, eh bien, Vaudou nous ont prêté leur bureau pendant quelques semaines. Donc on était là, donc à commencer à se répartir les tâches, etc. Et en fait, on a entendu dans des bruits de couloir que Vaudou était en train de faire un appel d'offres pour une solution de procurement. Donc on est un peu curieux, on va se renseigner, on voit qu'ils ont une liste de Noël de fonctionnalités comme pas possible pour leur appel d'offres. Donc nous, on se dit que c'est mort. C'est mort, ouais, c'est beaucoup trop tôt. Mais on est quand même allé discuter avec eux pour comprendre leur cahier des charges et du coup nous imprégner, voilà, pour nous aider à prioriser notre roadmap. Oui, il y avait des trucs à apprendre, oui. Clairement. Et en fait, ils ont été curieux de notre approche. Eux se reconnaissaient pas forcément dans les outils historiques qui existent. Et ils avaient envie d'une approche plus moderne. Et ils nous ont vivement encouragés à participer à l'appel d'offres, ce qu'on a fait. Donc, et finalement, que vous n'étiez pas en train de faire du fake, vous leur aviez dit que c'était le tout début. Ah, complètement. Ils savaient complètement. Ils sont assez joueurs quand même. Ouais. C'est leur métier aussi. Et en fait, on a gagné l'appel d'offres sur des Figma. Ok, génial. Et ce qui est cool, c'est que ça a validé en plus votre perception du marché. Parce que déjà, ce grand groupe-là qui fait un appel d'offres, il vous dit qu'il ne trouve pas l'acteur qu'il cherche et finalement, c'est vous qui l'incarnez. Bon, ils sont quand même assez sympa, c'est canon. Ouais. En plus, ils vous aident à co-construire la solution, ce qui est quand même un avantage énorme. Ok, donc ça vient de là, ce premier client qui n'a pas été livré tout de suite, donc, parce qu'il a fallu attendre quelques mois pour le déployer quand même, non ? On a démarré, comme je disais, les développements le 1er juin, et en septembre, on était en prod pour Vaudou. Bon, ok, canon. Comment elle vous l'a menée, cette acquisition client ? Aujourd'hui, tu parlais de communauté en Allemagne, des procurements. Comment est-ce que vous menez cette acquisition ? Alors, donc l'acquisition client, elle a évolué depuis le début. Donc au départ, on utilisait principalement notre réseau et le réseau de nos investisseurs pour acquérir les premiers logos. Et je tiens à préciser, Vaudou, notre premier client, est un client et pas un design partner. Donc voilà, c'est un client qu'on a gagné sur l'appel d'offres. On facture. Non, mais voilà, c'était quand même une très belle victoire pour nous et un beau, une belle étape qui pour démarrer l'aventure Pivot. On pourra en parler par la suite, mais effectivement, le fait d'avoir Vaudou comme premier logo, comme premier client aussi rapidement et de le déployer aussi rapidement, ça a été très déterminant ensuite pour la suite de nos tours, de notre seconde levée. Et donc, concernant l'acquisition client, donc au début, c'était surtout sur notre réseau et le réseau de nos investisseurs. Et ensuite, on a démarré la chasse, donc en utilisant principalement LinkedIn, et on a commencé à structurer l'équipe sales. Et comme je te disais, on organise aussi des événements de networking pour avoir un maximum de proximité avec nos prospects et la communauté du procurement en Europe. Donc typiquement, la semaine dernière, on a fait un événement à Berlin, on a un événement à Londres et à Barcelone qui arrive bientôt. Et donc, en général, on fait un after-work avec des gens du monde de la finance et du procurement. Et aussi, on organise des dîners, des Female Finance Leaders Dinners, où on invite uniquement des femmes, donc des CFO, des directrices des achats, des Head of Procurement, autour d'une belle tablée pour échanger, pour connecter avec des femmes inspirantes. C'est toi qui l'amènes ou pourquoi est-ce que vous vous rapprochez de la gente féminine ? Du coup, oui, c'est moi qui suis au dîner. Romain et Marco font leurs autres events de leur côté. Et au niveau de l'équipe, ça m'intéresse, parce que tu parles de l'organisation des équipes sales. Moi, ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que vous avez organisé les équipes product et les équipes tech. Combien de personnes sont dans l'équipe product, combien de personnes sont dans l'équipe tech, et qu'est-ce que vous avez fait pour favoriser la nécessaire bonne communication entre ces deux équipes-là ? Yes. Alors, donc chez Pivot, on a une philosophie très forte pour les équipes tech et produits.
c'est que chacune est responsable de sa prod, son flux de production. Donc typiquement, on n'a pas de project manager ou product owner. D'accord. En fait, aujourd'hui, dans l'équipe produit... Ça n'a pas besoin, c'est parce que l'équipe... Ok. Exactement. L'équipe engineering est responsable de son flux de prod et de comment aller plus vite. Et pareil pour l'équipe produit. Ok. Donc aujourd'hui, dans l'équipe engineering, donc on est, il y a 18 développeurs. Ah, déjà? Ouais. Ok. Et dans l'équipe produit, ils sont 2. Ok. Et justement, on a une conviction forte, c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible entre les ingénieurs et le produit. Ok, impressionnant. Et les échanges au quotidien sont formalisés comment, enfin, entre les deux équipes? Vous les matérialisez, enfin, je sais pas, il y a des meetings quotidiens ou hebdo, comment ça s'organise les échanges? Yes. Donc du coup, comment on travaille chez Pivot entre les équipes product et engineering? Donc on a une conviction forte, c'est celle du One Piece Flow. Okay. Donc typiquement, on travaille en méthode Kanban. Donc on a un production board où on s'y réfère tous les matins en daily, donc avec les ingés et du coup les products. En l'occurrence Gauthier, notre UX designer, et Marco. Et donc chaque matin en daily, eh bien on se dit ce qu'on a fait la veille, on se dit nos priorités du jour, si on est éventuellement bloqué, et on travaille vraiment en one piece flow, donc c'est-à-dire qu'on optimise notre flux de production, on prend une pièce, on la démarre et on continue de travailler dessus jusqu'à ce qu'elle soit en done et donc déployée en prod avant d'entamer une autre pièce. Ok. Vous travaillez sur quoi comme outil côté tech? On en a parlé tout à l'heure de la stack, mais est-ce qu'au quotidien pour les développeurs, pour je sais pas moi, pour stocker les features et autres petits outils au quotidien, vous bossez sur quoi? Alors pour nos outils assez classiques, on utilise Notion pour tout ce qui est documentation, mais aussi pour notre board Kanban. Après on utilise GitHub, Slack. Honnêtement, rien d'extraordinaire. Bon, ok, mais très bien. La place, l'IA a sa place dans un projet comme celui-ci, vu qu'on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez déjà utilisé de l'IA ou prévoyez de le faire? Alors, c'est une très bonne question. Donc à date, l'IA n'est pas au cœur de Pivot aujourd'hui, bien que on a déjà mis en place donc de l'OCR pour justement faire ce matching automatique entre les PO, les bons de commande et les invoices des fournisseurs. Mais on a déjà commencé à travailler sur plein d'aspects de l'IA, sur des applications concrètes. Et ça, je serais ravie d'en discuter pendant une autre interview. Ok, très bien. En termes de croissance d'équipe, parce que c'est quand même, les choses vont quand même assez vite, vous apprêtez vous allez accélérer, visiblement c'est déjà fait, mais les mois à venir vont sûrement amener pas mal de recrutements. Par chance, c'est plus simple peut-être de recruter maintenant qu'il y a 2 ans ou 3 ans dans les années un peu folles. À quoi ressemble le process de recrutement pour intégrer ton équipe? Et est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous allez chercher dans les personnalités ou dans les compétences des gens que tu recrutes? Carrément. Donc déjà, le processus de recrutement, il a beaucoup évolué depuis le début. Donc, je dirais que la première chose, c'est bien comprendre les types de profils qu'on recherche, à la fois sur les compétences techniques, sur les expériences qu'ils ont vécues, mais vraiment de manière très importante sur la culture. Donc on a des points de culture très forts. Je pense notamment à la philosophie on-site, alors qu'il y a beaucoup de boîtes qui recrutent beaucoup en full télétravail ou vraiment en 1 jour de on-site par semaine. Nous, on a vraiment comme valeur forte la valeur de l'on-site. On est évidemment flexible quand il y a besoin de faire du télétravail, mais c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant dans le recrutement et qui parfois ne convient pas à certains profils et qui au contraire ravit plein d'autres candidats qui ont envie de vivre cette émulation collective au bureau. Donc bien comprendre les profils qu'on recherche, donc voilà, qu'ils soient alignés avec la culture qu'on est en train de dessiner.
Et ensuite, concrètement, la chasse. Donc, il y a plusieurs façons de chasser. Donc, les premiers candidats, les premières personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe tech, il y a des personnes avec lesquelles j'avais travaillé avant. Il y a d'autres personnes que j'ai été chasser personnellement dans mon réseau, Centrale Supélec, etc. Et puis aussi, j'ai fait appel à des chasseurs externes qui m'ont aidée et on a travaillé ensemble pour leur faire comprendre pourquoi parfois un candidat n'était pas retenu. Et donc, de cette manière, on a avancé et finalement, j'ai recruté 20 développeurs en 6 mois. Bon, canon. Et 20 développeurs seniors. Ouais, impressionnant. Impressionnant. Et donc, ça passe par une batterie de tests techniques, parce qu'avant, tu connaissais les gens, à la fin, tu les connais moins, il faut quand même plus les tester que ceux que tu as connus. Donc là, vous avez quoi, une immersion dans les équipes pendant un temps donné, ou à quoi ressemblent les tests? Yes. Donc pour le process d'entretien, donc après la chasse, le premier entretien, c'est un entretien de screening. Okay. Donc là, concrètement, c'est principalement, au départ, c'est principalement moi qui faisais l'entretien de screening. Ça a changé que récemment avec notre Head of People qui nous a rejoints. Donc là, c'est 30 minutes de plus culture fit, comprendre les expériences du candidat et aussi parler de pivot. Ensuite, il y a l'entretien tech. Donc là, l'entretien technique, c'est un exercice de coding, mais aussi une phase de questions plus ouverte. Moi, j'adore l'entretien technique, la phase de questions ouvertes, parce que je trouve qu'on voit plein de choses, comment le candidat réfléchit, comment il aborde les problèmes, quel compromis il peut faire. Et donc, je trouve que le combo exercice de coding et questions ouvertes d'architecture, etc., c'est une bonne façon d'évaluer la technicité d'un candidat. Après l'entretien technique, on a mis en place un entretien on-site. Donc le candidat vient au bureau et il discute, il échange avec 2 personnes de l'équipe. Donc là, je demande aux ingénieurs de l'équipe d'interviewer le candidat, d'échanger autour de projets sur lesquels il a travaillé par le passé. Et pour moi, c'est super important d'impliquer les équipes dans le recrutement, puisque concrètement, les candidats vont travailler avec les équipes. Ouais, il faut un fit culturel, personnel et tech aussi. Voilà. Quoi. Donc c'est important que ça matche. Donc c'est concrètement se demander, est-ce que cette personne, j'ai envie de bosser avec elle, avec lui ou avec elle, et est-ce qu'il va faire monter le niveau de l'équipe? Et le dernier entretien, c'est l'entretien avec les founders. Okay. Donc, soit moi, moi, Marco. Donc, toujours une étape founder. OK. On parle du scale de l'équipe, mais au niveau on parle de l'augmentation de l'équipe, pas encore du scale, mais le jour où vous allez accélérer, est-ce que tu es déjà en train de prendre des décisions et de réfléchir à des éléments sur le plan technologique, mais aussi organisationnel, qui vont te permettre, qui sont des choix en vue de la croissance que tu vas avoir? Et si tu penses à quoi, en fait, pour préparer cette croissance que vous espérez avoir? Ouais, c'est des questions fondamentales que je me pose très régulièrement. Comment préparer le scale? Donc, à la fois, il faut avoir un bon équilibre entre le pragmatisme du quotidien et justement la préparation du scale. Donc, en termes d'organisation d'équipe, déjà là, à un peu moins de 20 personnes dans l'équipe tech, on a déjà commencé à s'organiser. Ouais. Donc on s'est organisé en squad fonctionnel, donc des squads par domaine fonctionnel. Donc on a une squad intake, donc pour tout ce qui est demande d'achat et validation, une squad invoice, donc pour tout ce qui est upload de factures et de dossiers de matching avec le bon de commande. Et on a une squad intégration, focalisée donc sur les intégrations avec les ERP, mais aussi les outils SIRH et Lego. Donc on s'organise en squad fonctionnel. Donc on réfléchit déjà aux 2 prochaines squads qui vont arriver. Donc on a des développeurs front et back dans chaque squad. Et on a commencé à se structurer avec des tech leads. Et donc là, on a nommé notre premier tech lead, et plus on va grandir, plus donc on aura des tech leads. Et à la fois, donc en fait, on a une vraie philosophie sur les tech leads, c'est qu'on veut avant tout des gens fondamentalement tech, qui comprennent les challenges tech dans leurs détails, et pas
des managers qui finalement peuvent pas creuser au fond des choses. Donc pour les tech leads, on préfère des gens très tech qu'on forme au management et on les aide du coup justement à assurer une proximité suffisante avec l'ensemble de l'équipe et assurer les one-one et faire en sorte de faire progresser tous les membres de l'équipe. Bien. Je reviens sur la partie cash, parce que tu parlais tout à l'heure très rapidement, on voit les investisseurs, on fait une levée de fonds. Ouais, sauf que vous arrivez dans un moment où le cash est un peu plus compliqué à trouver qu'avant. Vous faites une première levée de fonds qui est quand même pas des moindres en amorçage à 5 millions et quelques jours ou quelques semaines après, rebelote 20 millions de plus. Comment vous avez géré, comment ça s'est passé cette levée de fonds? J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que c'était une évidence, ça a été hyper simple, ça a peut-être pas été si simple que ça. Et pourquoi est-ce que on en arrive après lever 5 millions, pourquoi est-ce qu'on rajoute 20 millions peu de temps après? Comment ça s'est passé un peu ça? Yes. Donc effectivement, le contexte aujourd'hui n'est pas forcément favorable aux levées de fonds. Après, disons, on a réussi à mettre des choses en place qui nous ont vraiment aidés pour faire ces levées de fonds. Donc déjà, la première, c'est vraiment par ce qu'on avait fait avant. Donc notamment Marco et Romain. Et comme je disais tout à l'heure, pour la deuxième levée de fonds, ce qui a vraiment marqué le coup, c'était donc ce qu'on a fait entre le début, entre mai et septembre-octobre, donc à savoir gagner Vaudou comme premier client et le livrer, et le déployer en prod, avec déjà des centaines d'utilisateurs. Et en fait, ça a vraiment donné des points de repère aux investisseurs et ça leur a donné envie de s'investir dans cette trajectoire en laquelle ils ont cru. Ok. Et donc, pour répondre à ta deuxième question sur la deuxième levée de fonds qui est arrivée donc assez rapidement. Donc, en effet, on a fait la série A quelques mois après le Précide. Et en fait, tout simplement, on savait qu'on pouvait aller plus vite avec plus de moyens. Et finalement, on ne prend pas les mêmes décisions quand on a 5 millions ou 25 millions d'euros en banque. Et on est convaincu qu'il y a un vrai timing, un vrai momentum aujourd'hui, de par la contraction économique et de par les enjeux la pression d'autant plus forte des équipes finances sur tout ce qui est savings, maîtrise des dépenses, exactement, et savings, okay. Contrôle et capital efficiency. Du coup, on a une conviction forte que tout se joue maintenant et avoir plus de moyens nous permet d'aller plus vite. Bon. Ça se défend. Au niveau et c'est vrai que la conjoncture économique a l'air d'être porteuse pour vous. Un mot sur toi, dans ce rôle de jeune CTO. Je me mets à ta place, mais peut-être que j'ai tort. Je me dis que c'est pas toujours facile. Tu es entouré d'environnements et des mecs plus vieux que toi, parfois plus pointus que toi techniquement. Ça t'arrive d'avoir un syndrome, je sais pas, de l'imposteur, d'être gêné par rapport à ce que tu fais, et comment tu arrives à te développer toi à titre perso dans cet environnement qui est assez challenging? C'est une très bonne question qui résonne. Non, mais qui résonne. C'est vrai, j'ai 32 ans, je suis une femme, je suis souvent entourée d'hommes, développeurs, parfois plus vieux que moi. Comme je disais, on a vraiment une stratégie de recruter des gens seniors. Oui. Moi, en tant que CTO, je prône énormément l'autonomie, la proactivité, l'ownership. Donc, c'est aussi des valeurs fortes qu'on a dans l'équipe engineering. Et oui, parfois, j'ai des doutes. Je me pose des questions. Mais je pense que c'est sain. Et en fait, ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de réfléchir, mais pas trop longtemps non plus. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment le syndrome de l'imposteur. Oui, parfois, je me suis demandé est-ce que j'allais avoir assez de légitimité par rapport à ces ingénieurs qui sont plus vieux que moi, plus forts sur certains sujets. Et en fait, rapidement, c'était plus une question pour moi parce que
pour moi, la vie, c'est une trajectoire. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait plein de choses avant, où j'ai appris plein de choses, où voilà, c'est un apprentissage perpétuel, une ambition qui évolue, des compétences qui s'acquièrent. Et donc, je sais pertinemment, et je pense que... Enfin, j'essaie de garder ça en tant que CTO. Un bon CTO, c'est pas forcément quelqu'un qui sait tout sur tout, qui sait tout mieux que les autres. Au contraire, moi, j'aspire à avoir une équipe qui excelle dans plein de sujets où moi, personnellement, que je maîtrise moins. Mais je suis confiante sur les sujets que je maîtrise complètement. Je suis confiante sur ma capacité d'apprentissage. Je suis confiante dans ma façon de propager la valeur et les fondamentaux que j'essaie de mettre en place dans l'équipe. Et finalement, non, pour moi, la vie, c'est une trajectoire. Et si j'en suis là, et si on est arrivé à monter l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ont voulu me suivre dans cette aventure. Et c'est pas que tu sais tout, mais c'est que tu as une capacité à choisir et à t'entourer de gens qui vont t'aider à faire les bonnes décisions, c'est clair. Et être une femme dans cet univers tech, toi, tu le vois comme déjà, est-ce que c'est un sujet, est-ce que ma question est complètement déplacée, ou est-ce que tu vois ça parfois comme un avantage ou ça peut être un inconvénient? Je sais pas ce que tu peux, si tu as un avis là-dessus. Je vais répondre de manière très personnelle. Comme je disais tout à l'heure, plus j'avançais dans mes études et ma carrière, finalement, moins il y avait de femmes. Mais honnêtement, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un sujet. C'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est juste comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas une question. Et je dirais que je sais pas si c'est de par ma nature polyvalente ou adaptable, mais en tout cas, je pense que je suis vraiment pas influençable. J'aime pas trop... j'aime bien casser les codes, j'aime pas forcément qu'on mette les gens dans des cases, etc. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'entendais souvent des phrases, que ce soit à l'école, dans la rue ou autre, j'entendais souvent des phrases comme les femmes, elles ont moins le sens de l'orientation que les hommes. Les femmes, elles conduisent moins bien. Les femmes, elles sont moins logiques sur certains aspects. Et en fait, moi, ça m'a donné qu'une envie, c'était de leur montrer le contraire. Bon, canon, et apparemment, tu es en train de prendre le chemin. Merci beaucoup, Estelle, pour ces feedbacks. C'était canon de t'entendre. J'ai quelques questions rapides pour toi avant de se séparer. Yes. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Clairement, mon équipe. Bon. Quand on se lance dans un projet comme celui-ci, c'est pas facile de trouver les limites pro-perso. Là, vous avez une pression quand même sur les épaules assez importante, avec des timings importants, des VC qui sont pas loin. Comment tu arrives à faire la part des choses, et est-ce que c'est possible d'ailleurs, dans la phase dans laquelle tu es, de te séparer pro et perso, ou est-ce que c'est qu'une suite d'heures de boulot, cette vie ? Je pense qu'on pourrait poser la question à mon mari, qui le vit au quotidien de près. Non, mais c'est clair qu'il y a un vrai sujet d'équilibre vie pro, vie perso. Parce que souvent, en fait, on voit les paillettes sur LinkedIn, mais être entrepreneur, c'est difficile. C'est un engagement très fort. Il faut faire des efforts pour garder cet équilibre vie pro, vie perso. Moi, mes recos, c'est aller marcher, aller prendre l'air, prendre les escaliers, faire du sport, se ressourcer avec ses proches, s'amuser. Bon. Et tu as des outils au quotidien qui t'aident dans ta to-do list ou dans des apps que tu utilises qui sont des aides. Alors parfois il y a des apps comme Calm, de méditation. Je sais pas si tu as des outils qui t'aident à soit te libérer l'esprit dans les to-do list, soit t'aérer, ou pas du tout. J'aime beaucoup les listes, okay. Mais plutôt sur un cahier. Un papier à l'ancienne, ok. Un papier, un stylo. J'aime beaucoup faire des schémas, des dessins. Et sinon, non, j'ai pas d'application. Au contraire, les moments où j'ai besoin de me ressourcer, je coupe mon téléphone. Je vais marcher. Moi, ce qui me ressource, c'est vraiment le sport ou faire des randonnées. Enfin, vraiment aller marcher. Et par ailleurs, je fais du yoga. J'en fais moins depuis que j'ai commencé Pivot. Ça me manque un peu, mais j'en fais toujours un peu. Mais
mais ça m'aide aussi un peu. Ok. Autre question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as réalisé relativement récemment, en tout cas tardivement, et que tu aurais aimé réaliser plus tôt? Dans le cadre de Pivot? À toi, à titre perso. Dans ton apprentissage, dans cette courbe, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris et que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Ou réaliser plus tôt? Pas vraiment. Honnêtement, je suis pas trop du genre à regarder dans le passé. Je suis plutôt du genre à, voilà, comme je le disais, à apprécier la trajectoire, le chemin. Et je pense que les choses arrivent au bon moment. Et bon, j'ai que 32 ans aussi. Bon. Est-ce qu'il y a des boîtes que tu as pu croiser, soit dans l'univers SaaS ou dans tes différentes étapes de carrière, qui sont des sociétés qui t'inspirent particulièrement? À part De Facto. Ouais. Non, c'est clair que mon frère est clairement... déjà commencé par mes parents, ils sont une source d'inspiration. Ça, c'est sûr. Je vis avec ça depuis petite. Mon frère, c'est un exemple également. Il m'a donné quelques conseils au début. Non, je dirais il n'y a pas de boîte en particulier, mais je tire plutôt mon inspiration, mon énergie de plusieurs choses, et notamment ma famille. Bon. Au niveau de ton apprentissage, sur la partie tech, managériale, tu consultes t'as des sources de contenu qui t'aident à te tenir à être à la page, pardon. Alors, déjà en tant que CTO, c'est effectivement très important de se tenir à la page, de faire de la veille, de se faire challenger. En termes de sources de contenu, plutôt classique, je pense, Medium, TechCrunch, des forums divers. Et quelque chose que je trouve très bien, c'est justement essayer de parler à d'autres CTO, d'autres développeurs, d'autres CTO pour... je trouve que ça aide énormément à prendre du recul sur le quotidien, de se dire... un peu d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on est en train de construire, à la fois en termes d'organisation humaine, mais aussi de briques techniques, de faire les bons choix, de se dire ça, il faut l'adresser maintenant parce que c'est une priorité. Mais du coup, ça, on décide consciemment de l'adresser plus tard et c'est OK, c'est fine, on sait qu'on le met là et qu'on l'adressera dans 6 mois. Et je trouve que parler à des CTO de ce genre de situation, ça aide à prendre du recul et à assumer ces choix-là. Bon, et dans ceux que tu as pu croiser, là, il y en aurait un ou deux que tu me conseillerais d'inviter à ce micro, et des gens où tu te dis qu'ils ont une expérience et peut-être une pédagogie, ou en tout cas un parcours assez intéressant qui mériterait d'être partagé? Yes, carrément. Je pense à Sylvain de Content Square. Ok. Je pense à Eric de Guide Guardian, avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps. Ok, je ne connais pas. Et Florian Jourda, qui était premier ingénieur de Box, qui était mon ancien CTO chez Wave, et qui est aujourd'hui CTO de CO2 AI. Bon, ça en fait pas mal, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière? Oui, c'est de toujours faire les choses avec plaisir. Ok. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien. Et qui te guide dans tes choix et dans... Oui. Ok, le kiff. Est-ce qu'il y a un son ou une musique que tu pourrais écouter en boucle? Oui, Elton John. Ok. Est-ce qu'il y a une habitude que tu essayes de prendre, ou au contraire d'arrêter en ce moment? De prendre, c'est de me coucher plus tôt, et d'arrêter, c'est de me coucher trop tard. Bon. Est-ce que t'as tu peux me partager quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Je bois pas de café. Ok. Non, je me ressource beaucoup en marchant et en randonnée, notamment en coupant du téléphone, avec vraiment en me reconnectant avec la nature. Donc j'ai fait pas mal de rando l'année dernière. J'ai fait le Kilimanjaro, le tour du Mont Blanc, et je suis déjà en train de réfléchir à ma prochaine aventure.
Canon. Bon, ça déconnecte, j'imagine. Yes. Si tu devais donner la dernière question, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie d'avoir ton parcours ou ta trajectoire, justement, ça serait lequel? Ce serait de ne pas avoir peur de prendre des décisions fortes. Ok, et bien sur ces bonnes paroles, on reste là. Merci Estelle. Merci Tu as Geoffrey. pris rendez-vous pour parler d'IA dans un prochain épisode, donc on verra s'il y en aura un prochain. Merci beaucoup, bravo pour ce parcours et hâte de voir ce que Pivot va nous donner. Merci Salut. beaucoup. À bientôt. Salut.